Quelques mots sur mon frère Guillaume, en réaction au livre qu'il a fait avec Madame Pascale Roberdiard. Et personnellement, moi, Thomas Agnelet, je n'ai pas d'autre moyen que de soigner le mal par le mal, de me soigner des médias par les médias, démentir publiquement. Et j'en ai gros sur la patate. Et ça ne me fait pas plaisir du tout. Mais je vais le faire quand même. Parce que les conséquences du livre de Madame Pascale Roberdiard sur ma vie sont trop importantes. Je me dois de réagir par respect pour moi-même. Alors bien sûr, avec mes petites vidéos, je n'aurai pas le même impact médiatique que Madame Pascale Roberdiard du journal Le Monde, avec son relationnel parisien, avec ses moyens de communication importants. Je n'aurai pas le même impact qu'elle. Mais je ne vise, moi, qu'un public d'une dizaine de personnes. L'opinion publique, je suis bien obligé de m'en foutre, ou au moins d'essayer d'en faire abstraction. Je vais commencer par le comportement de Guillaume avec ses parents. Maurice, Annie et moi, son frère Thomas. Je vais vous parler d'une période entre 2007 et 2009. Avant le procès de Aix en 2007. Guillaume, mon frère, provoque son père, Maurice, à propos de la gestion catastrophique de l'argent de Maurice. Il le provoque à propos de cohabitation difficile dans la maison familiale de Chambéry et d'une éventuelle culpabilité de Maurice. Maurice ne comprend pas de quoi veut parler Guillaume. Et vexé, Guillaume lui pète littéralement la gueule, comme dans les films. À coups de poing au visage, à coups de chaise sur le corps, et même à coups de pied quand Maurice tombe au sol. Maurice n'était pas beau à voir. Il a fallu que je voie le visage de Maurice tuméfié, et que Maurice et Guillaume me racontent tous les deux la même version, pour que j'arrive, moi, à y croire. Guillaume est donc capable de passage à l'acte hyper violent sur son propre père, qu'il a toujours aimé et admiré jusque-là. Après l'incarcération de Maurice en 2007 à Aix, Guillaume commence à nous harceler, ma mère et moi. Il exige constamment qu'on lui dise qu'il a raison, sur tous les sujets qu'il aborde. Est-ce que Guillaume ne commence pas à essayer de se persuader lui-même de la culpabilité de Maurice, qui est devenu trop gênant dans la vie familiale de Guillaume, avec sa femme, ses enfants, ses responsabilités familiales, ses responsabilités professionnelles? Est-ce que Guillaume essaye de s'auto-convaincre pour avoir le courage d'écarter Maurice définitivement de sa vie, avec le moyen le plus efficace qu'il avait pour le faire, l'accuser en cour d'assises? Ni Maurice, ni Annie, ni même moi ne pouvions être d'accord avec lui sur ces points. On ne pouvait pas lui donner raison. Et ça le mettait dans des colères incroyables. Mais pour moi, c'était un malentendu.
Au bout de 40 ans, les souvenirs évoluent différemment dans la tête de chacun. Je ne suis pas neuropsychologue, mais il est évident qu'un souvenir vieux de plusieurs dizaines d'années peut être modifié, effacé, ou même, à l'inverse, créé par le cerveau. Est-ce qu'un expert psychiatre n'a posé ne serait-ce qu'une question à Guillaume à ce propos après sa déposition de Rennes? Eh ben non. Eh ben il aurait fallu. Guillaume en est venu à menacer physiquement sa mère. Il aurait pu tout aussi bien lui casser la gueule. Et pourquoi pas me casser la gueule, à moi aussi, comme il avait fait à Maurice. Alors moi, pour couper court à la conversation, je lui lance souvent « Ok, Guillaume, t'as raison, on n'en parle plus. » Je vais en revenir sur certaines anecdotes sur les comportements violents de Guillaume, autant physiquement que psychiquement. Je vais vous raconter quelques anecdotes pour montrer de quoi a été capable Guillaume avant le procès de Rennes. Ce sont des anecdotes très privées. C'est très gênant pour moi à raconter. Et je m'en excuse. Mais je suis bien obligé de réagir à ce qu'il a été écrit de notre vie privée dans le livre de Madame Pascale Robert-Diard. Je commence les anecdotes. J'ai décidé d'ouvrir un éventail assez large. Je reviens un peu dans le passé et toutes les anecdotes ne concernent pas l'affaire. Mais ça montre la personnalité de Guillaume avant Rennes et qui n'est qu'une continuité jusqu'à l'aboutissement de sa déposition à Rennes. À 13 ans, Guillaume n'hésite pas à choisir de vivre avec son père au Canada, quitte à blesser sa mère. C'est le début d'une séparation entre Guillaume et sa mère et d'un rapprochement entre Guillaume et son père. Guillaume admire son père et part vivre avec lui et sa belle-mère, Françoise Losseur, au Canada. Ce n'est pas si souvent qu'un enfant choisit son père au lieu de sa mère en cas de divorce. Surtout à cette époque. Et surtout dans la situation judiciaire déjà tendue, dans laquelle se trouvait déjà Maurice. Mais Guillaume décide coûte que coûte de rejoindre son père au Canada. C'est romantique à 13 ans de traverser l'Atlantique pour rejoindre son père en dépit de la tempête. Plus tard dans les années 90, Guillaume habite avec Maurice à Lyon, puis à Chambéry, comme deux célibataires endurcis, pendant au moins 15 ans. C'est énorme. Guillaume a plus de 30 ans. Il ne s'émancipe pas. Ce n'est pas sain. Guillaume a une relation amoureuse avec une ex-maîtresse de Maurice. Ce n'est toujours pas très sain. Je ne sais pas quoi penser de leur relation père-fils. En tout cas, ils forment un couple symbiotique, partageant une maison, partageant un combat judiciaire, partageant la gestion de l'argent de l'héritage de Maurice. Gestion catastrophique parce qu'ils vont en perdre une énorme partie. Un avocat et un ingénieur nuls en gestion de patrimoine.
Bravo les gars. Pendant toutes ces années, Guillaume vit au crochet de son père. Il n'a pas la conscience réelle du coût de la vie. Et ça lui jouera des tours quand Maurice sera incarcéré et que Guillaume devra payer lui-même son loyer, son caddie de supermarché et la pension alimentaire de son ex-femme. Quand Guillaume se fait larguer par cette fameuse ex-maîtresse de Maurice, il me rejoint chez moi à Tahiti pour se changer les idées. Preuve qu'à l'époque, on était encore super proches. Et preuve aussi que le Pacifique est ma résidence depuis des années. Ma copine à Tahiti a peur de Guillaume. Elle ne veut pas rester seule avec lui à la maison. À Papette, je le surprends à hurler, à pleurer et à se rouler par terre en pleine rue, sans aucune pudeur, devant tout le monde. Et ça, par des pieds amoureux. Alors oui, c'est romantique, mais c'est assez impressionnant à voir. On est au milieu des années 90. Un peu plus tard, Guillaume gifle violemment un banquier dans un restaurant. Moi, je ne me souviens pas si le banquier l'avait mérité. Mais ça montre la capacité de Guillaume à passer à l'acte de manière hyper violente. Encore un épisode assez impressionnant à voir. Une grosse gifle dans un restaurant, on s'en souvient. Guillaume pète la gueule de son père. Guillaume gifle un banquier. Guillaume a une capacité à passer à l'acte violemment. Il a une capacité à passer à l'acte violemment, mais aussi psychiquement. C'est l'anecdote que je vais vous raconter. Un soir de 2006, Guillaume me fait le coup du « Alors, je te l'ai fait sentir le frisson de la mort ?» Bon, c'est une anecdote incroyable. Un soir, je suis avec Guillaume dans sa chambre à Cantaron. Notre mère dort au rez-de-chaussée. Je lui raconte comment je venais de perdre la veille mon meilleur ami dans un accident de moto. Accident de moto auquel j'ai assisté. Et après quoi j'ai dû prévenir les parents de mon ami qu'il venait de mourir devant moi. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais quand je raconte cette histoire à Guillaume le lendemain dans sa chambre. Je lui raconte le drame que je viens de vivre et lui simule une perte de conscience. Il se laisse tomber au sol. J'ai l'impression qu'il est en train de mourir. Au bout de 10 minutes interminables, pendant lesquelles j'étais en panique totale devant le corps de Guillaume, inconscient, allongé au sol, lui se lève avec un sourire et me lance. Alors, je te l'ai fait sentir le frisson de la mort? On fait quoi face à ça? On réagit comment? On pense quoi de quelqu'un qui peut faire ça à son frère dans ces conditions? Là, j'ai compris que Guillaume était devenu complètement malade et capable de tout. Et que si lui ne se souvient pas de cette anecdote, c'est que ses souvenirs sont sélectifs. Des fois dans un sens, des fois dans un autre. Pendant cette période,
entre 2005 et 2010. Période qui englobe les deux premiers procès, celui de Nice et celui de Aix. Pendant cette période, Guillaume a eu des symptômes de schizophrénie. J'utilise ce mot parce que c'est celui qui convient par définition. Dans un dico médical, le Vidal. Guillaume se réveille le matin avec des messages de Dieu qu'il écrit sur des petits bouts de papier. Il me les montre le matin dans ma chambre et on devait en parler longuement. Il était là aussi, le harcèlement de Guillaume. J'ai un message de Dieu, il faut absolument que je fasse ça. Et toi, comment tu peux penser ça? Et Maurice, qu'est-ce qu'il a fait? Et Nounouche, qu'est-ce qu'elle sait? Et c'est moi qui ai raison. Et dites-moi que j'ai raison. Ce n'est pas un secret de famille. Dans cette maison, cet été-là, qu'on essayait de gérer. C'était Guillaume qu'on essayait de gérer. Ce n'est pas facile de vivre ces moments-là. On ne sait pas comment réagir. C'était épuisant. Parce que c'était tout le temps. Et à propos de n'importe quoi. Ces petits bouts de papier, j'en ai gardé certains, écrits bien évidemment de sa main, pour me rappeler de ces moments surréalistes. C'est pas facile de vivre avec une personne de sa famille, avec son frère, qui vit ces moments psychologiquement perturbés. Guillaume fait le tour des églises du coin pour en parler au curé. On est à Cantaron, il y a 2-3 églises dans 2-3 quartiers. Il y va, il prend sa voiture et il va voir les curés. Ils ont dû être assez étonnés de le voir débarquer avec ses petits bouts de papier. Ça a dû être quand même folklorique. Bonjour monsieur le curé, bonjour mon père. J'ai un message du patron. Je vous l'amène en main propre. Le curé. Entrez mon fils. Nous allons en parler. J'imagine que ça a dû se passer un petit peu comme ça. J'y étais pas, moi je ne l'ai pas accompagné. Le même été, hein, on est en pleine élection du pape à Rome. Été 2005, Benoît XVI. Là, ce n'est plus les curés, c'est le pape que Guillaume veut aller voir. Au diable l'avarice. Il veut aller au Vatican pour s'expliquer avec le pape. Je n'invente pas cette histoire. Je me demandais s'il allait falloir que je prenne la voiture pour l'amener à la gare. J'ai été le témoin de ces moments surréalistes. Été 2005, dans la maison familiale de Cantaron. Guillaume a eu des moments de schizophrénie. Ça a été sa période mystico-mystique. Pour pas dire schizo. Alors Guillaume est un geek, un peu enfermé sur lui-même. C'est un surdoué avec 150 de QI. Je ne sais pas si vous savez combien vous avez de QI, mais il y a de grandes chances que vous n'ayez pas 150. Il est hyper intelligent. Il est hyper cultivé. Il est ingénieur en informatique. Il est même pilote d'avion. C'est-à-dire que, intellectuellement parlant, Guillaume n'est pas n'importe qui. Et donc j'en conclus qu'on peut être limite schizophrène et quelqu'un de très intelligent. Mais il a désormais des comportements que je ne reconnais plus chez lui.
des comportements que je n'aurais jamais imaginés. Il n'a plus d'inhibition face à la violence physique ou morale envers sa famille. Je ne sais pas quoi en penser, mais moi, son petit frère, ça a été hyper impressionnant de le voir comme ça. Un peu plus tard, en 2008, alors que Maurice est en prison, et qu'il faut bien qu'on s'occupe de son argent, nous, ses fils, Guillaume a du mal à accepter le système de double signature que je mets en place pour sécuriser l'argent de Maurice. Bon, moi j'étais content de moi. Je mettais en place un système qui nous obligeait à être d'accord, lui et moi, avant de faire quoi que ce soit avec l'argent de Maurice. L'argent de Maurice, on parle de l'argent de Maurice, c'est pas notre argent. Hein. Alors, Guillaume fait du chantage à sa mère pour obtenir finalement ma signature pour agir seul sur les comptes de Maurice en Suisse. Je suis désolé, c'est compliqué, c'est des phrases à rallonge, mais je vous explique ce qu'il en est. Bref, je vous passe les détails de la façon dont il a réussi à contourner le système de double signature. En fait, il me fait un enfant dans le dos pour pas dire qu'il me la met bien profond. Pour Guillaume, c'est comme s'il voulait toucher son héritage avant que Maurice ne meure. Maurice est en prison. Il n'est pas mort. Cette affaire est truffée de procurations bancaires et de réclamations d'héritage. L'argent qu'il vole à Maurice, c'est l'événement originel de sa déposition à Rennes. Comme le refus d'héritage de Madame Renée Leroux à sa fille Agnès a été l'événement originel de toute l'affaire. Il fait son hold-up discrètement sur l'argent de son père pendant qu'il est en prison. J'en ai gardé les ordres de virement signés de sa main. Son indélicatesse, comme il l'appelle, j'appelle moi ça un vol. Je ne m'en rends compte, moi, qu'un an plus tard. J'habite déjà en Nouvelle-Calédonie. Sur un autre registre, et à peine un peu plus tard, à partir de 2010, Guillaume abandonne la maison familiale de Chambéry aux voleurs et aux squatteurs. Pourquoi fait-il cela? La maison devient une ruine inhabitable. Plus d'huisserie, plus de plomberie, plus d'électricité. Les câbles électriques et les tuyaux de plomb sont volés pour être vendus au poids du métal. La maison est ouverte au vent, à la pluie et aux voleurs pendant des années. Toutes les affaires de Maurice dans cette maison sont à jeter. La maison est désormais inhabitable. C'est un geste violent, familialement, que de laisser une maison se faire piller sans rien faire. Je rappelle que Guillaume habite à Chambéry. Guillaume habite à quelques kilomètres seulement de cette maison familiale. Et il la laisse tomber en ruine. J'imagine que de temps en temps, en allant au boulot, il passe devant et il regarde. Ça a été cassé.
Ça a été cassé. Là, il n'y a plus, y a plus ça. Pourquoi fait-il cela? Guillaume ne peut supporter l'idée que Maurice puisse retourner vivre dans cette maison. Maurice est à Mauzac, il fait des demandes de libération conditionnelle, ou même à Rennes, il fait des demandes de libération conditionnelle, et il veut retourner dans cette maison familiale de Chambéry. Maurice, c'est sa maison d'enfance. S'il sort de prison, il veut retourner dans sa maison d'enfance. C'est normal. Guillaume le sait, et Guillaume fera tout pour que Maurice ne puisse pas le faire. Guillaume ne peut supporter l'idée que Maurice puisse retourner vivre dans cette maison, qui est pourtant la maison d'enfance de Maurice. Et Guillaume préférera la laisser se faire vandaliser, pour que Maurice ne puisse plus y habiter au cas où il sortirait de prison en liberté conditionnelle. Et Guillaume, il va réussir encore son coup. Cette maison familiale de Chambéry sera vendue sur décision de justice pour payer les parties civiles, sans que moi je ne puisse rien y faire. Tout ça à cause de Guillaume. Et c'est comme ça qu'une maison familiale en pierre de taille saute. Elle sera vendue au prix de la ruine, parce que c'est désormais une ruine. On peut dire que désormais, Guillaume détruit autour de lui. Une autre anecdote incroyable. Guillaume s'oppose à la libération conditionnelle de Maurice. Il l'a fait plusieurs fois. Guillaume s'oppose à la libération conditionnelle de Maurice, prétextant qu'il serait un danger sexuel pour sa fille. C'est hallucinant. Et c'est dans le dossier. Tous les coups bas sont désormais utilisés par Guillaume. Même les pires. Il refuse une aide financière à Maurice, dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle. Je rappelle qu'il a toujours vécu à ses crochets et qu'il avait déjà reçu de Maurice une donation importante. Ce n'est pas tous les parents qui font une donation de leur vivant à leurs enfants. Cela aurait été normal que Guillaume aide son père financièrement. Ce que Maurice a déjà donné comme patrimoine à Guillaume, Guillaume n'en tient pas compte. À la fin, Guillaume fait sa déposition à Rennes de la manière la plus efficace possible pour tous nous détruire et ne pas avoir à rendre l'argent. Ce ne sera pas son premier pétage de plomb, mais ce sera le plus spectaculaire et le plus efficace. Parce que nous, on n'en se relèvera pas. On était habitués à ces pétages de plomb. Mais là, c'est le gros pétage de plomb. Mais en cour d'assises. Moi, je pouvais plus dire « Ok, Guillaume, t'as raison, on n'en parle plus. » C'était fini. Les conséquences ont été instantanées. Et mon père, ma mère et moi, on a payé cash à la sortie de l'audience. Maurice Parognouf, le soir même de la déposition de Guillaume. Ma mère, qui menace de se suicider
par texto à Guillaume, que Guillaume relaye au président, et moi qui essaye de réagir comme je peux sur le net, sur le blog de Roland Agré. Mais je n'ai pas réussi. C'était trop tard. Moi, j'avais plus qu'à rentrer à Nouméa la queue entre les jambes et faire ma petite dépression nerveuse tranquillement sous les cocotiers. Je vous assure qu'à Rennes, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Et pour finir, Guillaume fait le livre de Pascal Roberdiard. Pour engranger de la crédibilité, il inscrit dans le marbre le fait qu'il prétend être une victime. Et il retourne à sa petite vie tranquille. Et pour le reste, il s'en lave les mains. C'est moi qui récupère la merde. Et je mets presque 10 ans à la nettoyer. En pleine dépression nerveuse. Merci Guillaume. Quelle aubaine pour lui d'acquérir de la crédibilité grâce à la réputation de Pascal Roberdiard. Le tout amené sur un plateau d'argent. C'est elle qui a sollicité Guillaume après les émotions qu'elle a ressenties pendant les 3 procès. Et il lui en a fallu plus. Elle a désiré connaître Guillaume personnellement. À Rennes, elle a été impressionnée par le côté spectaculaire de la déposition de Guillaume. Et lui, Guillaume, a voulu répondre aux sollicitations de cette journaliste et lui permettre de faire son livre. Pascal Roberdiard a fait son livre avec comme seule source la version de Guillaume. Et Guillaume, lui, s'en est enveloppé de crédibilité. Pour moi, c'est un cas d'école psychanalytique. C'est ce que j'ai appelé le syndrome de Rennes. Les relations, les associations entre la journaliste et le faux accusateur, entre la journaliste et la pseudo-victime. L'un ayant besoin de l'autre pour exister, l'un s'alimentant de l'autre sans l'affaiblir. Dans la nature, chez les végétaux, on appelle ça du saprophisme. Tout ce qu'elle dit dans ce livre n'est bien sûr pas vérifiable. Mais comme c'est Madame Pascal Roberdiard, journaliste au journal Le Monde qui le dit, alors l'opinion publique la croit. Alors quelles ont été les conséquences directes du comportement de Guillaume à Rennes, en sachant qu'avant Rennes, il a eu des comportements borderline. Conséquences directes. Maurice est incarcéré et crèvera pratiquement en prison. Guillaume n'aura pas à justifier ou à rendre l'argent qu'il a pris à Maurice. Les conséquences indirectes. Il détruit sa mère. Il détruit son frère. Il y a 3 maisons familiales qui sautent. Il détruit donc aussi les racines de sa famille. Les maisons familiales sont les racines d'une famille. On ne veut pas les perdre. Guillaume joue au dé avec l'avenir et le destin de ses enfants. Les siens.
et le mien. Est-ce que nos enfants ne vont pas avoir le même destin que celui du petit-fils Seznec, qui s'est cassé les dents à vouloir réhabiliter son grand-père? Toutes ces anecdotes pour expliquer que Guillaume est capable du pire et que sa déposition à Rennes n'en est qu'un exemple de plus. L'exemple le plus destructeur et le plus spectaculaire.